Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur le discours de politique générale du Premier ministre. Et la suppression de l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique, sur laquelle on est passé un peu vite, la crise agricole battant son plein. Pourtant, la fin de cette allocation destinée aux chômeurs de très longue durée, souvent âgés, et son remplacement par le RSA n'est pas anodin. C'est un pas de plus dans la réduction des droits sociaux des chômeurs tout particulièrement, un mouvement que Bruno Palier va nous aider à décrypter. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes politiste, directeur de recherche au CNRS. Vous venez de publier aux presses de Sciences Po un bel ouvrage collectif. Que sait-on du travail ? Alors le RSA n'est pas moins élevé que l'allocation de solidarité spécifique. Quel est le sens de cette mesure annoncée par le Premier ministre et quel impact aura-t-elle ? Alors la suppression de l'allocation de solidarité spécifique, elle a pour conséquence première donc de faire passer les personnes qui le touchaient, c'est-à-dire des personnes qui avaient été en fin de droit d'allocation au chômage, de les faire passer au RSA, au revenu de solidarité active, qui formellement est un peu plus élevé, puisqu'il est à 607 € aujourd'hui, alors que la SS est à 545. Mais en fait, les conditions pour accéder au RSA sont plus strictes que les conditions pour accéder à l'allocation de solidarité spécifique. Notamment, on prend en compte les revenus du conjoint, alors que pour l'ASS, c'est une prestation liée à sa situation au chômage. Et donc, on ne prenait pas en compte les revenus du conjoint. Donc ça, c'est la première chose. Ça sera plus difficile de l'avoir. La deuxième chose, c'est que ça n'ouvre pas de droit à la retraite, le RSA, alors que l'allocation de solidarité spécifique, ça le fait. C'est d'ailleurs la raison qu'a mis en avant Gabriel Attal pour supprimer l'ASS, c'est que c'est des prestations de solidarité et on ne peut pas gagner des droits à retraite autrement que par le travail. Soit dit en passant, on gagne des droits à retraite autrement que par le travail, notamment pour le fait d'avoir eu des enfants, notamment, ou pour le fait d'être une épouse veuve d'un mari qui avait une retraite. Donc je ferme la parenthèse, mais on a là une contradiction. Finalement, on va se retrouver avec des personnes qui vont avoir moins de revenus, plus de difficultés et surtout plus de temps avant de pouvoir toucher leur retraite à taux plein en tout cas, puisque l'ASS continuait d'ouvrir des droits, ce qui permettait de partir en retraite un peu plus tôt. Oui, et peut-être un troisième point, c'est aussi que l'ASS était versée par l'État, tandis que le RSA relève des départements. Donc l'État refile aussi la charge. De manière générale, Bruno Palier, il déclare que la volonté du gouvernement est que l'inactivité soit la moins rémunératrice possible dans l'objectif d'atteindre le plein emploi. Deux réformes de l'indemnisation ont déjà eu lieu. La dernière entrée en vigueur il y a tout juste un an module la durée d'indemnisation selon l'état du marché de l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe et peut-être en faire un premier bilan ? Alors le principe, c'est que quand ça va mieux, il y a moins de raisons de rester au chômage et que donc il faut réduire la durée de l'indemnisation du chômage pour inciter les chômeurs à reprendre un emploi puisqu'il y en a plus dans la mesure où le chômage baisse. Ça, c'est sur le papier. Concrètement, ça veut dire que, en gros, pour les personnes de moins de 53 ans, on avait une allocation chômage qui pouvait durer jusqu'à 2 ans à peu près et on est maintenant à 18 mois, c'est-à-dire qu'on a réduit de 25% la durée de l'allocation chômage. Alors ça, c'est la règle générale, c'est beaucoup plus complexe quand on regarde les différents cas de figure des personnes concernées, puisque 18 mois, c'est le maximum. Mais en fait, le mode de calcul de la durée de l'allocation chômage dépend de combien de mois vous avez travaillé dans les 2 dernières années. Toujours est-il que la conséquence, c'est de mettre la pression pour accepter des emplois, y compris dans ce qu'on appelle les métiers en tension, c'est-à-dire des métiers où les employeurs n'arrivent pas à trouver des salariés. On le sait, c'est la restauration, le tourisme, l'agroalimentaire, etc., qui sont des secteurs dans lesquels les rémunérations sont très basses, les conditions de travail sont très difficiles, les horaires sont décalés et souvent on a des contrats précaires, c'est-à-dire des contrats courts, voire de l'intérim. Et donc il s'agit d'accepter et de forcer à accepter les chômeurs des emplois de très mauvaise qualité qui, pour le coup, d'une part, ne vont pas permettre de désmicardiser, puisque c'était l'objectif de Gabriel Attal, mais on va forcer à prendre des emplois qui restent au SMIC et on va les forcer à prendre des emplois de mauvaise qualité, de mauvaises conditions de travail. Ce qui ne va pas résoudre un des problèmes centraux, nous dit-il, du Premier ministre, à savoir de convaincre les classes moyennes, notamment les moins aisées, de ne plus voter pour le Rassemblement national. Vous voulez dire qu'il y a une contradiction entre l'objectif de plein emploi affiché par le Premier ministre et la dégradation progressive des rémunérations et des conditions de travail liées en fait en partie à cette baisse de l'indemnisation du chômage. C'est ça, Bruno Palier ? C'est moins une contradiction qu'une stratégie de baisse du chômage ou de plein emploi par le bas,
C'est-à-dire qu'on incite les gens à choisir, en fait, c'est pas vraiment un choix, mais être obligés de prendre des emplois de mauvaise qualité plutôt que de rester au chômage, sous prétexte qu'on aurait ce que les économistes appellent du chômage volontaire, qui est permis par le fait d'avoir des allocations chômage trop généreuses, sans remettre en cause les problèmes fondamentaux, qui sont des problèmes du travail, des conditions de travail, de la rémunération, qui expliquent en partie pourquoi des métiers sont en tension, mais qui expliquent aussi pourquoi beaucoup de Français sont insatisfaits de leur travail et ont par exemple manifesté contre la réforme des retraites en disant il est hors de question de continuer à travailler 2 ans de plus dans ces conditions. Ce qu'il faut que vous nous expliquiez, Bruno Palier, c'est aussi comment l'État a réussi à mettre la main sur l'assurance chômage. Moi, dans ma tête, c'était un système autonome, géré par les partenaires sociaux, enfin du moins c'était le principe en 1958, et ce n'est visiblement plus du tout le cas à l'heure actuelle. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a encore une situation où les partenaires sociaux, c'est-à-dire les organisations patronales et syndicales, sont censés négocier pour arriver à des décisions concernant la durée, le montant des indemnités, etc. Mais ces négociations sont de plus en plus encadrées. Il faut que les résultats des négociations soient en ligne avec les grandes orientations du gouvernement et ses politiques d'emploi. Et si jamais les décisions des partenaires sociaux ne sont pas en ligne, alors le gouvernement met le système de l'assurance chômage en régime de carence, c'est-à-dire qu'il prend la main. Et c'est le cas depuis 2019, où c'est le gouvernement qui décide. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'en 2017, Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait changer l'esprit de l'assurance chômage pour la rendre universelle, c'est-à-dire que pas seulement les salariés puissent en bénéficier, mais aussi les travailleurs indépendants, et que des gens qui démissionnaient avec un projet puissent aussi toucher une assurance chômage, une allocation chômage. Donc il y avait un sentiment de progrès qui correspondrait à l'évolution du marché du travail. Et pour ce faire, comme c'est une prestation universelle, il a changé le mode de cotisation, de financement de l'assurance chômage. On est passé de cotisation salariale payée sur les salaires à de la CSG, contribution sociale généralisée, que tout le monde paye. C'était censé être un gain du pouvoir d'achat pour les salariés. Ça l'a permis effectivement, puisqu'il y a eu une baisse des cotisations de 1,4%, ce qui a permis un petit gain. Mais surtout, on a changé le mode de financement. C'est maintenant quelque chose qui s'approche de l'impôt, et donc l'État dit je suis fondé à décider des choses, en tout cas si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Et on voit effectivement que l'État met énormément la pression sur le système d'assurance chômage pour aller dans la ligne de sa stratégie de réduction du chômage et de plein emploi par le bas. Merci beaucoup Bruno Palier. Je rappelle que vous êtes politiste et directeur de recherche au CNRS. Merci.